Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 68 et le Texama Show porte bien son nom parce que il fait assez chaud en Europe. Donc ma foi, techniquement c'est un sujet technologique parce que, ben, on va être très honnête, bon, les vagues de chaleur ça arrive de temps en temps, mais clairement l'une des raisons pour laquelle on se chope une de ces assez grosses vagues de chaleur, c'est clairement parce que le climat est de plus en plus déréglé. Donc voilà, réchauffement climatique et tout ça. Ben, on dit souvent réchauffement climatique, ce qui est vrai, hein, parce que la température moyenne se réchauffe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit réchauffement climatique, pour ceux qui ne savaient pas. C'est parce que la température moyenne globale augmente, mais ça veut dire aussi plus de climat extrême. Donc des endroits où il neigeait jamais, où il peut neiger. Des endroits où il faisait à peu près bon de vivre, fait hyper chaud d'un coup, donc plus de climat extrême. Donc là, actuellement, c'en est la totale preuve en Europe. Et pour ça, du coup, j'ai le ventilateur d'allumé, donc si vous entendez le ventilateur, je suis désolé d'avance, mais voilà, c'est soit ça, soit je grille. J'ai pas envie de griller. Genre à la fin de la vidéo, je serai en mode... comme ça à peu près. Donc j'ai ma gourde d'eau. Très important, hydratez-vous toujours. Hein. Même si vous ne sentez pas que vous avez soif, buvez un petit coup, ça ne fait jamais de mal. De l'eau, hein. Je parle de l'eau, évidemment. Ça ne fait jamais de mal. Du coup, on passe avec les news de la semaine. Fini les messages d'intérêt généraux comme ça. Là, le premier news de la semaine, c'est une petite bourde en mode oups, ah, mince, ben, Samsung a sans faire exprès, je ne sais pas si c'est vraiment fait exprès ou pas, mis en ligne le trailer de la Galaxy Note 9 sur YouTube. Donc voilà, donc on peut voir à quoi elle ressemble. Donc voilà, c'est la Note 9. Donc premier truc qu'on peut voir, donc lecteur d'empreinte à l'arrière, donc se dire pas de lecteur d'empreinte sur l'écran, ce qui aurait été peu probable hein, en réalité, parce que tout n'est pas encore 100% fini à ce niveau-là, mais au moins là, c'est sorti, cette rumeur-là est sortie du chemin, parce qu'il y en avait quand même une. Deux capteurs de photos, donc il y en a un qui est beaucoup plus large au niveau de l'entrée de lumière, donc je suppose que c'est peut-être un qui serait spécialisé basse lumière, comme c'est le cas d'ailleurs sur le Galaxy S9. Et puis capteur de pulsation, de cœur et tout ça, c'est pour S11. Ça fait longtemps qu'ils l'ont. Ensuite, on continue. Alors, c'est aussi finition en vert, on le voit. Donc, le stylet est toujours là. Il est jaune. Donc, voilà, je ne sais pas trop. Bon, chacun sa préférence. Je suppose que ça variera selon la couleur de Galaxy Note 9 que vous prendrez, mais c'est quand même bizarre. Ensuite, on voit aussi que la batterie durera longtemps, parce qu'il montre littéralement l'écran allumé avec genre le truc qui dure longtemps. Il y a une rumeur comme quoi elle aura une batterie d'ailleurs de 4000 mAh. C'est largement possible. Ça me semble être un peu haut vu qu'il y a quand même le S Pen qui passe dans l'intérieur du téléphone et tout ça. Donc ça me semblerait sacrément réduit en taille pour mettre une batterie aussi grande. Surtout que on se souvient tous du désastre de la Galaxy Note 7. Même si c'était un très bon téléphone, le désastre de la batterie surtout. Donc je suis pas sûr que Samsung soit totalement genre chaud de mettre une telle batterie dans un endroit aussi réduit. Donc on verra bien. En tout cas, dans le trailer, c'est pas indiqué. Genre, il y a juste le message de, de, de mise en garde en mode. Oui, alors, en réalité, notre test a été basé sur un truc très que la plupart des gens n'auront jamais. Genre, on a laissé le téléphone quelque part. Voilà. Bien sûr, c'est comme ça. Hein. Ils mettent toujours les mises en garde parce qu'il y a des gens qui pourraient attaquer en justice. Ensuite, 1 Tera de mémoire. Donc, on pourra avoir un Galaxy Note 9 jusqu'à 512 Go d'interne. Certainement avec un autre modèle qui commencera à 128 Go, et une extension jusqu'à 512 Go par micro SD. Donc on pourra avoir 1 Tera sur un téléphone. Ça sert à rien, mais si vous en avez besoin, voilà. Et ensuite, alors on voit aussi une seule caméra frontale. Ça c'est assez important à préciser parce qu'il y en a certains qui commencent à mettre deux caméras frontales. Et puis, il montre juste que vous pouvez stocker plein de trucs avec 1 Tera. Tu m'étonnes, oui. On voit aussi le headphone jack qui est toujours là, oui, qui survit, contrairement à certaines d'autres marques. Donc là, moi, franchement, j'applaudis Samsung juste d'avoir le courage de garder le jack. Mais je pense que le mieux que ça pourrait être encore, c'est d'avoir une compagnie qui aurait le courage de mettre deux USB ports type C sur leur téléphone. Techniquement, vous allez me dire, Asus l'a fait, mais c'est un téléphone plus pour le gaming. Et genre, normalement, c'est pas fait pour ça. Enfin, ils ont pas mis un deuxième USB type C parce que pour que les gens puissent brancher leur casque. Ils en ont mis un deuxième parce que pour avoir des accessoires. Donc c'est pas vraiment la même chose. Le speaker est tout petit, donc à mon avis il sera pas, il sera puissant, mais genre vous mettrez votre doigt au mauvais endroit.
genre vous aurez plus de son, c'est à peu près la même chose avec les Galaxy S9 et S8 de toute manière. Et puis on voit juste l'écran curvé comme d'habitude. Donc c'est basiquement un Galaxy S9, franchement, avec évidemment un format un peu plus grand comme l'était la Galaxy Note 8. Donc rien qui va casser la baraque ou autre chose. Après, je pense que Samsung pourra avoir, au final, en changeant rien, il pourra avoir peut-être une façon un petit peu de gagner à leur façon. C'est tout simplement parce que les gens qui ne veulent pas le notch, et il y en a qui ne veulent pas le notch, et qui veulent juste une meilleure batterie au lieu de juste des gimmicks de notch et tout ça, pour être très intéressés. Surtout s'ils ont réussi à caser les 4000 mAh, ce qui est possible. Hein. Si on regarde, je regarde par rapport à mon... Ouais, je regarde par rapport au port jack de mon Galaxy S8, le téléphone a l'air quand même assez épais. Après, les Galaxy S8 et S9 et tout ça étaient déjà quand même pas mal épais par rapport à certains autres téléphones, parce que Samsung est en mode pourquoi faire un truc hyper fin si on peut pas mettre une batterie dedans, Apple. Donc ouais. Mais bon, rien de très surprenant au final, c'est assez ce qu'on voyait. Donc il y a aussi le bouton Bixby, on le voit un petit peu poké sur le côté, donc ça c'était... Voilà, enfin, le bouton Bixby ça doit être celui-là techniquement, ça doit être le bouton Power, donc rien de très surprenant ici. Et c'est à peu près tout sur la vidéo. Il n'y a rien d'autre. Oui, littéralement, c'est à peu près ça. Donc ouais, au final, c'est un leak, mais c'est à peu près ce qu'on pourrait s'attendre. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Selon moi, le plus intéressant de toute manière, c'est même si on voit physiquement un téléphone, ça ne donne pas d'informations sur la qualité de la caméra, la puissance même du téléphone, tout ce qui est logiciel et tout ça. Donc, à voir. Ensuite, on a une petite news au niveau de la Surface Go. Donc, les reviews ont commencé à popper par-ci par-là. Et apparemment, c'est un peu divisé au niveau des gens, donc elle semble être une très bonne tablette. Le seul problème, c'est que le modèle de base, celui qui est vendu réellement à 400$, celui que Microsoft dit ouais 400$, ben au final déjà il a 64 Go de stockage, mais pas en SSD, c'est genre de l'EMC, c'est comme dans les téléphones portables, donc c'est plutôt bof, on va être honnête. Et en plus de ça, vous n'avez pas le clavier, donc au final, si vous voulez vraiment quelque chose de potable, il faut prendre le modèle à plus de 500$ et le clavier, et au final vous retrouvez à 600$. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu genre partagé pour la plupart des gens. Après, ça reste une assez bonne tablette. Alors le processeur, c'est un Pentium Gold 4415Y qui est un dual core 4 threads pour information, qui était sorti il y a 18 mois, hein. J'avais déjà parlé la dernière fois. Donc c'est pas le meilleur, mais apparemment il est suffisant pour faire des tâches de base, ce qui est destiné à cette tablette. Hein. C'est pas une tablette faite pour faire des trucs incroyables, faire du Photoshop ou je ne sais quoi. C'est clairement une tablette qui est destinée surtout, je pense, aux étudiants. Donc prise de notes, faire des devoirs, taper des trucs dessus. Bon, c'est un peu petit évidemment au niveau de l'écran, mais pour la plupart des gens, ça conviendrait parfaitement. Donc voilà. Et puis extension via micro SD. Et il y a tout ce qu'il faut. Un port jack aussi, contrairement à certains. Et du coup, oui, le modèle de base, c'est 4 Go de RAM. En réalité, 4 Go de RAM, selon moi, c'est suffisant, surtout pour la destination de cette tablette. C'est pas une tablette, comme je dis, c'est juste fait pour prendre des notes. Si vous utilisez plus de 4 Go de RAM pour prendre des notes, il y a un gros problème, selon moi. Donc, ouais. Mais le vrai problème, c'est ces 64 Go de MCC qu'ils ont fait exprès. Hein. C'est fait totalement exprès. Ils se sont dit, on va juste le brider suffisamment pour que les gens se disent c'est suffisant, mais je vais quand même prendre le modèle au-dessus. Vous voyez, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, apparemment, donc c'est 150$, voilà, pour upgrade jusqu'à 8 Go de RAM et 128 Go de SSD en NVMe. Et donc, ouais. Et apparemment, la plupart des... Ouais, d'ailleurs, toutes les vidéos que j'ai vues dessus, c'était à chaque fois le modèle 8 Go et 128 Go de stockage. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, tenez compte très clairement qu'il faudra certainement prendre ce plus grand modèle, et c'est un petit peu dommage. Et le clavier coûte 100$, quoi. What the fuck, Microsoft. Il est très bien designé, hein. La plupart des gens sont en mode il est excellent, mais c'est juste trop cher, quoi. Je sais pas pourquoi ils continuent de... Surtout qu'en plus, ce clavier-là, pour information, est conçu pour la Surface Go particulièrement. Donc je me serais dit que ils auraient fait un clavier moins cher, parce que le clavier de la Surface normale est aussi vers 100$ aussi. Donc je me serais dit, ils feraient un clavier peut-être vers 60-70$. Allez, 60$, ça aurait été parfait. Et comme elle est fait que pour la Surface Go, bah, c'est pas grave, ils n'auraient pas enlevé des ventes de leur clavier pour les plus grosses surfaces. Mais non, ils l'ont quand même pas fait, donc voilà.
C'est une occasion perdue, selon moi. Mais ça reste quand même la moins chère des surfaces qu'on a jamais eues, si on ne compte pas la surface RT qui était, voilà, on va éviter d'en parler, et qui est utilisable. Après, il y a clairement des meilleures alternatives. Vous pouvez prendre un ordinateur portable pour exactement le même prix, qui sera plus performant et qui vous permettra de faire plus de choses, mais qui sera moins compact et moins pratique. Donc, à vous de voir ce que vous voulez. Ensuite, on a une news au niveau... Alors, c'est WCC Tech, donc je tiens à le préciser, mais c'est le site des rumeurs, donc voilà. Donc, apparemment, c'est à peu près confirmé que les futurs GeForce seront des 2080 et 2070 et non pas genre 1180 et 1170 comme certains le disaient. Ça s'est confirmé en fait avec une certification qui a été publiée très récemment et qui indique clairement que ce serait donc des GTX 2080 et 2070, c'est indiqué ici sur ce document. Donc pour moi c'est moins étonnant parce que comme j'avais dit d'un point de vue marketing, c'est beaucoup plus logique d'avoir des GTX 2080 et 2070 pour la simple bonne raison que quand ils ont fait le marketing de la première génération, ou plutôt enfin, de la génération actuelle, ils ont fait tout ce marketing au niveau de la série 10. Vous voyez, série 10. Et série 11, ça fait... D'un point de vue... Il faut penser que les marketing sont en mode qu'est-ce qui donne le plus d'impact. Ils s'en foutent que ça a l'air ridicule comme nom. Ils veulent juste le plus d'impact. Et série 11 comparé à série 20, série 20 a plus d'impact. Ça fait genre... 20, c'est beaucoup plus gros que 10. Vous voyez, c'est stupide, mais c'est souvent comme ça. Et vraiment, d'un point de vue marketing, à mon avis, c'est plus facile de faire de la pub pour une série 20. Après, ça reste... enfin, il y a un document, mais aussi bien, c'est peut-être Nvidia qui s'amuse à... Voilà, des fois, ils s'amusent à Nvidia à faire des petits pièges comme ça. Donc, on ne sait jamais à 100%. On le saura sûr, vraiment à 100% quand elles seront sorties, ou quand elles seront annoncées plutôt. Mais en attendant, c'est juste genre, hey, visiblement, ça doit être ça. Donc... Moi, je dirais que ce serait 2080-2070. Comme je dis, d'un point de vue marketing, c'est plus logique. D'un point de vue aussi, pour que les gens s'y retrouvent, en général, par exemple, le meilleur exemple, c'est Core i7 ou même les Ryzen ou autre chose. Le chiffre qui change à chaque fois entre générations, c'est le tout premier chiffre. Donc, vous avez par exemple, même avant avec Nvidia, ça a toujours été le cas. La GTX 780, c'est passé à la 980. Vous voyez, le 7 devient un 9, donc c'est plus gros. Donc c'est clairement indiqué pour les gens que c'est meilleur. Pour les Core i7 et tout ça, on est passé au Core i7 8700K et on va passer au 9700K et même 9900K en fait. Donc on augmente le premier chiffre. Donc ça indique clairement aux gens que y a une upgrade. Alors que s'ils avaient fait genre des Core i7 9070K et puis ils avaient fait des 9170K, enfin ça... C'est pas forcément hyper logique, très honnêtement. Et même si on regarde tout l'historique d'NVIDIA, ou même AMD, ou même Intel, c'est très rare quand ils font, genre, quand ils passent à une nouvelle génération, qu'ils n'augmentent pas le premier numéro du nom de la carte, à part s'ils repassent à un numéro totalement différent. Donc ouais, honnêtement, selon moi, ce sera 2080 à peu près à coup sûr. Et de toute manière, même s'ils passent à 2080, d'ici à ce qu'ils atteignent 9080, ils auront encore de la marge, donc c'est pas très problématique. Donc, ouais. Après, on verra bien. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a une petite news. Apparemment que un live, la date de début d'un live avec donc le CEO, le président même de Nvidia, qui est Jensen Huang, qui serait du coup dans 10 jours, le 14 août. Ce sera à SIGGRAPH, qui est un salon spécial... je ne sais plus exactement c'est quoi. C'est en rapport avec le développement, si je me souviens bien. Et du coup... apparemment, c'est Special Event, donc ça pourrait être là qu'ils annoncent la GTX 2080, peut-être, on verra bien. Ou alors, il y a fin du mois, de toute façon, la Gamescom, donc c'est une de ces deux dates-là, et c'est à peu près sûr, et puis une sortie en septembre, certainement, donc à voir. Et aussi, on verra si, d'un point de vue performance, il y a vraiment une grosse upgrade, ou s'ils ont suivi un peu le schéma des dernières générations, notamment quand la 1080 est sortie, elle était un petit peu plus puissante qu'une 980 Ti, mais pas non plus incroyablement plus puissante. Elle est beaucoup plus puissante qu'une 980, mais genre, voilà, la 2080 techniquement va remplacer la 1080, pas la 1080 Ti. C'est ça qui est un petit peu bizarre. Donc on verra bien s'ils ont continué un petit peu cette petit boost de performance, ou si là ils vont vraiment faire un énorme boost de performance quand même, parce qu'ils ont peut-être bien optimisé l'architecture encore. Parce que, l'air de rien,
Nvidia, selon moi, est à un stade où leur architecture est vraiment mature et ils arrivent à vraiment l'optimiser à fond. C'était le cas avec les 980, ils ont clairement montré qu'ils arrivaient à bien gérer cette architecture, et aussi le cas avec les 1080. Après, évidemment, au bout d'un moment, ils atteindront, évidemment, selon moi, la limite, un peu comme le fait Intel actuellement avec leur architecture des Core i7 et tout ça, qui est, selon moi, commence à montrer ses limites. Alors, vraiment, à chaque phase, c'est le même schéma qui se remet toujours d'un point de vue processeur et carte graphique, c'est vous faites une nouvelle architecture, au début, c'est pas génial, ok? Ou des fois, au début, ça va encore. Et puis, vous l'optimisez, puis à un moment, ça devient nickel. Vraiment, consommation vraiment basse, performance maximum. Et puis, au bout d'un moment, ça commence à montrer ses limites, et à la fin, c'est juste n'importe quoi. Et l'histoire, c'est même souvent répétée. Donc, ça ne m'étonnerait pas que on voit encore une fois se répéter que Intel atteint vraiment un coin où ils sont coincés, ils vont devoir passer à une nouvelle architecture assez différente, et la même chose avec Nvidia d'ici quelques années. Je dirais même qu'AMD aussi est un petit peu coincé dans un coin en ce moment avec leur architecture actuelle. Donc on verra bien, au niveau carte graphique, hein, je te précise. Au niveau Ryzen, ils viennent juste de commencer, donc justement, là, ils ont encore beaucoup de marge devant eux. Donc ouais, on verra bien quand ce sera annoncé, donc peut-être dans 10 jours ou peut-être fin du mois. Ensuite, on a des news sur les Ryzen Threadripper de deuxième génération qui seraient donc... Alors, tenez-vous bien. Donc on aurait le Threadripper 2990WX. Ok. Genre... X c'était pour extrême, donc le W devant c'est pour genre... Waouh, extrême, je suppose. Ensuite, on aura le 2970WX, donc waouh, extrême, encore une fois. Et puis le 2950X, là vous savez à peu près ce que c'est. Et le 2920X. Donc, 4 processeurs de 32, 24, 16 et 12 cœurs, à peu près ce qu'on s'attendait. Et par contre, on a un peu plus d'informations sur les fréquences et aussi un prix possible. Évidemment, ça reste rumeur. Les fréquences sont logiques par contre. 3 GHz de base avec un boost jusqu'à 4,2 sur les modèles 32 et 24 cœurs. C'est logique, c'est des énormes processeurs. Quand vous mettez 32 cœurs sur un processeur, vous pouvez pas juste genre hey, on va le booster à 5 GHz ou autre chose, ou on va lui mettre une fréquence de base de 3,6. Non, c'est juste pas possible. Surtout qu'ils atteignent déjà une enveloppe thermique de 250 watts. C'est beaucoup, mais je tiens à préciser que malgré qu'Intel indique que ses Core i7, enfin ses Core i9, 18 cœurs et tout ça, ont une enveloppe thermique de moins de 250 watts, il les dépasse largement. Genre vraiment largement. Si vous prenez un des tout gros Core i9, il faut partir du principe qu'il vous faudra de quoi dissiper 300 watts de chaleur. Donc au final, on est à peu près au même stade. Et on a déjà vu prouver plusieurs fois par le passé que la nouvelle architecture de AMD est très efficace au niveau justement consommation pour la puissance qu'elle donne. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le plus intéressant, selon moi, c'est les 2950X et 2920X, qui du coup diminueront le prix par rapport à l'ancienne génération, même s'il faut tenir compte que le 1950X, à certains endroits, est en sacré promo. Genre aux États-Unis, il est en promo à $600. C'est genre, what? $600 un processeur 16 cœurs. Si vous auriez dit ça à quelqu'un il y a 5 ans, il ne vous aurait jamais, mais alors jamais cru. Genre vraiment jamais cru. À part si vous lui dites que c'est un processeur AMD, il aurait parti du principe que c'était un Opteron. Mais bon. Donc, le plus intéressant, c'était le boost de fréquence. Voilà. 3,5. Alors, c'est la même chose que la génération avant, surtout pour le 1920X, qui est du coup qui était à 3,5, sauf que le boost, jusque sur le, par exemple, 2950X, ça devient compliqué avec tous ces numéros, boost jusqu'à 4,4 GHz. Et c'est un nouveau, ça, pour AMD. Le plus gros boost qu'ils avaient jusqu'à maintenant, genre sans overclocking ou autre chose, c'était le 2700X, le Ryzen 7 2700X, et il pouvait booster jusqu'à 4,3 pour information, au maximum. Du coup, là, on passe à 4,4. Donc, vous allez me dire, oh, c'est pas... Ok, c'est génial, mais le truc, c'est que ça indique qu'ils sont en train d'optimiser petit à petit l'architecture, vous voyez, juste petit à petit, ils arrivent à prendre 100 MHz en plus, 100 MHz en plus, et ils se rapprochent largement de Intel. Pour information, Intel, le plus gros boost qu'ils ont sur n'importe quel processeur, c'est 5 GHz. Donc là, on est juste à 600 MHz de différence. Et par contre, pour information, les processeurs Intel, sur du 16 cœurs, ne tiennent jamais 3,5... Enfin, de base, ne sont pas à 3,5 GHz sur tous les cœurs. Donc là, Intel a déjà perdu
la manche techniquement pour moi, parce qu'ils ont clairement moins de fréquences de base sur leur plus gros processeur. Donc il y a déjà une énorme différence. Et là, ça va se renforcer avec un boost pareil. C'était ça vraiment que j'attendais, c'est que sur le Ryzen Plus et Ryzen deuxième génération, AMD a beaucoup amélioré le boost et l'overclocking automatique du processeur s'il est bien refroidi. Et ça va faire la différence. Ça va vraiment faire la différence. Pour monsieur tout le monde qui ne veut pas overclocker, ça va faire des merveilles. Et en plus, maintenant, on passe à un prix moindre. Donc, on perd 100$ sur le 2950X. Et du coup, on perd aussi un peu plus de 100$, 150$ sur le 2920X. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et ça devrait donner des choses très intéressantes. J'ai hâte de voir, moi, personnellement. Et ensuite, une petite news au niveau, évidemment, des cartes mères qui vont accueillir ces processeurs. C'est les X399. Alors, ça va être des nouveaux modèles X399 qui seront un petit peu plus véloces. Alors, je suis toujours un peu perturbé par le fait qu'ils n'aient pas sorti carrément des cartes mères X499. Selon moi, ils auraient pu avoir totalement la possibilité. Après, il faut tenir compte que c'était moins justifié sur le X399 parce qu'il était déjà plus mature. Parce que quand il est sorti, ça fait déjà pas mal de mois que Ryzen était sorti, sur le milieu de gamme en tout cas. Et du coup, cette plateforme était déjà plus mature parce que, par exemple, le X370, au début, il y avait des bugs, clairement. Et même s'ils ont fixé vraiment la plupart des bugs, je peux en témoigner, j'ai une carte mère en X370, il y a des choses qui peuvent pas juste fixer. Il faut une nouvelle carte mère. Et c'est justement pour ça que le X470 est sorti. Et maintenant, d'ailleurs, il y a des cartes mères pas mal disponibles en B450. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui veulent faire des PC pas chers. Parce que ça vous donne les meilleures cartes mères qui supportent les dernières technologies pour moins cher. Et c'est ça qui est vraiment bien. Du coup, j'étais un petit peu étonné, mais je me dis, il y a certainement la raison, c'est que comme ça, au moins, ils sont sûrs d'avoir... ils sont sûrs que ces cartes mères sont déjà assez matures. En plus, elles vont recevoir d'autres mises à jour niveau BIOS pour aider à être plus matures. Il va y avoir des nouveaux modèles qui supportent les plus gros processeurs qui consomment 250 watts. Donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle pour évidemment ceux qui voudraient avoir justement de ces processeurs-là, parce qu'il faut quand même quelque chose qui supporte. Et d'ailleurs aussi, c'est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui ont au final une carte mère en X399, parce que ça veut dire que avec les mises à jour BIOS, elles vont devenir encore plus stables, elles vont avoir encore un petit peu plus de fonctionnalités, et normalement devraient devenir meilleures en fait, même si vous ne changez pas de processeur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et si vous décidez de changer de processeur, juste, vous n'avez même pas besoin de changer la carte mère. Donc c'est plutôt cool. Après, il faudra faire attention évidemment, pour ceux qui prendront une telle carte mère. Bon, je ne sais pas qui, parce qu'il y a très peu de gens qui auraient besoin d'autant de cœur, mais si vous êtes dans ce cas-là, il faudra faire attention que quand vous prenez une carte mère, il faudra... si vous prenez les 32 ou 24 cœurs, il faudra prendre une carte mère qui peut supporter autant de consommation. Et aussi, il faudra faire attention que, si vous prenez une des plus vieilles cartes mères, qui du coup était sortie avant les processeurs, il faudra mettre à jour le BIOS. Après, il y a des sites comme LDLC qui offrent la mise à jour BIOS ou autre chose, donc ça devra aller, honnêtement, ça ira. Donc là, on voit d'ailleurs qu'ils ont apparemment un cooling kit. Donc c'est un kit, donc c'est Asus qui rajoute ce kit pour apparemment améliorer la dissipation de chaleur justement sur leur carte mère existante pour mieux supporter les nouveaux Threadripper 2. Donc juste l'ajout d'un ventilateur notamment. Après, ils n'auraient pas besoin de mettre un ventilateur, selon moi, s'ils faisaient un design de refroidissement correct dès le début, parce que, on va être très honnête, les cartes mères ont beaucoup évolué ces dernières années, elles sont beaucoup mieux, mais un truc qui est devenu moins bon, littéralement, vraiment moins bon, c'est le refroidissement des VRM. Donc le VRM, c'est les tâches d'alimentation du processeur. C'est par là que passe toute l'électricité qui va aller dans le processeur. Et comme cette électricité est réadaptée pour atteindre le voltage d'entrée du processeur, parce que là, c'est du 12 volts qui rentre là-dedans, et puis ça ressort à 1,2 volts pour le processeur, eh bien, rechanger le voltage de l'électricité, c'est une transformation. Donc il y a de la chaleur qui va se dissiper quelque part. Vous avez une perte forcément. Et donc, j'aimerais vraiment bien que les constructeurs de cartes mères soient en mode, bon, on va quand même faire des refroidissements VRM un petit peu plus potables, parce que ces derniers temps, c'est pas trop ça. J'aimerais toutefois dire que, par exemple, EVGA et Gigabyte font des trucs beaucoup mieux maintenant. Même Gigabyte qui fait des vrais ailettes. Et d'ailleurs, Gigabyte, pour moi, alors, EVGA, ils ont juste mis des gros refroidissements. C'est pas très esthétique, mais ça marche hyper bien. Alors que Gigabyte a réussi à toujours garder ce côté esthétique, mais ils ont des bien meilleurs refroidissements avec des vraies ailettes. Comme les radiateurs que vous voyez pour les cartes graphiques. Vraiment, vous avez des petites ailettes en aluminium avec
une heat pipe qui passe dedans. Donc c'est un vrai refroidissement, pas juste genre hey, on a mis un gros bout d'aluminium dessus qui est design et ça refroidit à peine. Ensuite, autre news, c'est que on a apparemment une période de sortie pour les nouveaux justement processeurs chez Intel, donc les Core i9 9900K, le 9700K, le 9600K et le i5 9400 qui sera certainement pour moi le plus intéressant. Encore une fois, ce sera le remplaçant du 8400 avec une meilleure fréquence et qui sera à peu près au même prix. Donc franchement, c'est selon moi pour la plupart des gamers celui que vous voudrez avoir. Donc apparemment, ça sortirait ce trimestre, donc ce troisième trimestre de l'année 2018. Et donc, à mon avis, à peu près sûr pour septembre. Ce serait même logique parce que si les nouvelles cartes Nvidia sortent en septembre et qui sortent des nouveaux processeurs en septembre, ça ferait le combo parfait. Vous voyez, les gens se pourraient être en mode « Ah, je vais refresh mon PC, je vais passer à la nouvelle architecture Nvidia et Intel. » Totalement logique et ça m'étonnerait même pas. Du coup, par contre, évidemment, ça veut dire que le 8700K aura eu pas une durée de vie si incroyable que ça. Bah, il aura quand même duré un petit moment, hein. Ça fait longtemps qu'il est sorti quand même, faut pas déconner. Mais pas autant même qu'on aurait pu y penser. C'est clairement, et on le redit encore une fois, parce que Intel sent la pression d'AMD. Il y a réellement une pression. Et du coup, pour nous, on est gagnant. Pour le consommateur, on a le choix maintenant. On a encore plus de choix. On va même avoir bientôt un processeur weaker normalement chez Intel en mainstream. Donc sans passer sur la grosse carte mère qui coûte 200 € obligatoirement ou autre chose. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, quoi qu'il arrive, pour n'importe qui. Et aussi, ça devrait offrir plus d'options aux gens pour une petite upgrade s'ils ont un vieux PC qui commence à être vraiment vieux. Même si selon moi, ce qu'on aurait le plus besoin actuellement, c'est des prix pour les cartes graphiques qui sont genre honnêtes et pas trop chers. Et aussi pour tout ce qui est au niveau de la RAM. Et la caméra vient de se couper. Donc ouais, là, si on pouvait avoir des prix honnêtes pour la RAM, ce serait quand même bien. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Après, ça reste un refresh, pour information. Un refresh d'un refresh, techniquement, parce que le 8700K est un refresh du 7700K, juste qu'ils ont rajouté 2 cœurs en plus. Ce qui a aidé, hein, évidemment, même largement aidé, mais ça reste un refresh. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ok, maintenant on repasse à des news plus mainstream par hardware. Donc on avait parlé de Uber récemment, justement, au niveau du fait que leur voiture autonome reprenait la route. Apparemment, maintenant, la personne qui conduisait du coup la voiture qui a eu un accident, qui a causé tout ça d'ailleurs, a été accusée du coup de meurtre par véhicule, apparemment. Je ne sais pas le terme exactement en français, mais voilà. Donc, c'est assez important en fait, parce que pendant pas mal de temps, évidemment, les gens ont mis la faute sur Uber, ce qui est en mon avis en partie vrai, parce que soyons honnêtes, si la voiture autonome était parfaitement on va dire si elle fonctionnait parfaitement, en tout cas elle n'aurait pas causé cet accident, quoi qu'il arrive. Après, c'était clairement la faute aussi du conducteur, parce que c'était une voiture qui était en bêta. Genre, il y avait un conducteur justement parce qu'elle n'est pas encore finalisée. Il était là pour justement réagir en cas de problème. Donc pour moi, c'est clairement de sa faute, mais ça indique quand même que Uber et d'autres compagnies dans le genre vont devoir un petit peu genre travailler encore plus là-dessus avant de vraiment sortir des voitures qui conduisent par elles-mêmes. Parce que le jour où ça va arriver, et le jour où on va avoir un accident mortel, ça va arriver à coup sûr, il va y avoir un énorme débat là-dessus. C'est un peu comme... Il y a des trucs on va avoir plusieurs débats comme ça. On va avoir un débat là-dessus, on va avoir aussi un débat quand on va faire des premiers robots vraiment des vrais robots, vous voyez, qui peuvent se déplacer, qui agissent un petit peu plus comme des êtres humains. On va avoir un débat là-dessus sur... s'il y a un accident aussi, qui est en faute, est-ce que c'est le constructeur de robot ou est-ce que c'est la personne qui possède le robot? On va avoir pas mal de débats là-dessus. Mon avis là-dessus, c'est que quoi qu'il arrive, les voitures autonomes causeront moins d'accidents, surtout quand elles seront full en place, quand beaucoup de voitures autonomes seront sur la route, et que il y aura quand même des accidents mortels, mais c'est la nature des choses. On peut pas avoir un système qui fonctionne à 100%. Et c'est juste pas possible. Mais par contre, on va avoir un système qui marche beaucoup mieux et qui a presque aucun accident. Et ça, ce serait vraiment bien. Parce que le nombre de personnes qui meurent chaque année, ou même juste des trucs tout bêtes, genre vous allez à une fête, vous avez trop bu,
vous devez revenir, il y en a qui doivent revenir bourrés, quoi. Et c'est un gros problème, ou avec un verre dans le nez. Et des fois, juste même un petit verre dans le nez, ça peut réduire vraiment les réflexes. Alors que s'ils avaient une voiture automatisée, même s'ils l'utilisent pas en permanence, hein, juste ils l'ont pour ce cas-là, ce serait génial, quoi. Ils pourraient juste en mode bourré, hey, Alexa, Google, ramène-moi à la maison. Et puis hop, la voiture conduit jusqu'à la maison tranquille, aucun accident et tout le monde s'en sort. Pour moi, juste ça, clairement, ça va être un avantage. Après, évidemment, ça ne donne pas d'excuse pour boire, hein, évidemment. Mais bon, on sait que ça arrivera quand même, quoi qu'il arrive. Hein. On a beau dire aux gens de faire attention, quoi qu'il arrive, ils le font. Donc, c'est peut-être la meilleure solution. Carrément les empêcher de conduire. Même s'il y a des gens qui s'amuseront quand même à conduire en étant bourrés. Donc, c'est un petit peu le problème. Peut-être que la solution, c'est genre, vous soufflez dans le truc et si ça détecte que vous êtes bourré, il est en mode ok, je vais passer en conduite automatique parce que t'es clairement pas genre capable de conduire. Donc ouais, dans tous les cas, c'est un poids qui s'enlève des épaules de Uber parce que clairement maintenant ils ont en partie un coupable et du coup ben on verra bien ce que ça donnera justement à ce niveau-là aussi pour Uber, s'ils vont pouvoir rattraper un peu plus leur retard au niveau des crashs, enfin au niveau du temps qu'ils ont perdu justement à cause de ce genre de crash ou autre chose. D'ailleurs, oui, le crash, le crash, je me souviens plus, c'était en 2013, la vache. Il y a eu plusieurs crashs, hein, pour information, donc ça c'était l'un d'entre eux. Hein. Je tiens à le préciser. Il y a même eu d'autres crashs avec d'autres compagnies. Hein. Tesla en a eu pas mal, par exemple, même des crashs mortels. Donc, il y a encore beaucoup de débats là-dessus. Ensuite, on a une news qui, selon moi, n'est pas si importante, mais qui a beaucoup de gens étaient en mode choqués. C'est que Google apparemment est en train de travailler sur une version sensorisée de Google pour la Chine. Et je suis juste en mode, qui est étonné. Juste, voilà. Et, alors, je sais que dans le mantra de Google, c'est genre ne pas faire de choses mal. C'est clairement dans leur truc, hein. Même si maintenant, ils ne respectent pas trop, parce que littéralement, Google avait un truc pour aider les programmes de drones américains, militaires. Donc, enfin bref, voilà. Mais du coup, moi, ça m'étonne pas. Et en plus, ce truc, c'est pourquoi il y a plein de gens qui pointent du doigt Google en mode c'est pas bien Google. Et il y a plein d'autres sociétés qui le font déjà depuis des années. Genre Bing. Bing a une version sensorisée pour la Chine. Et il n'y a personne qui s'en plaint. Apple a des iPhones bridés pour la Chine. Et ils offrent même une clé pour rentrer directement dans les iPhones pour la Chine. Donc, genre la Chine a le droit de rentrer totalement dans les iPhones comme si de rien n'était. Alors qu'aux États-Unis, ils le font même pas. Donc, juste les gens qui sont étonnés par ça, je suis en mode what the fuck? Juste, ça arrive depuis des années. Ok, c'est pas forcément une bonne chose, mais vous pouvez pas vraiment reprocher à Google de faire ça alors que tous leurs concurrents le font littéralement et qu'ils perdent de l'argent à ne pas aller sur le marché chinois. Donc ouais, voilà, juste une news comme ça. Autant je ne suis pas 100% avec Google, clairement, parce que comme je dis dans une précédente news, ils ont clairement abusé de leur position avec Android pour mettre en avant et tout ça, et donc ils ont bien mérité leur amende. Autant là, juste les gens qui s'énervent là-dessus, juste en mode, vous avez juste envie de vous énerver parce que c'est Google, littéralement, ou parce que d'autres compagnies le font. Ensuite, une autre news qui a fait énormément de buzz, c'était au niveau de Apple qui aurait apparemment atteint les 1 trillion, donc alors c'est millions, milliards, billions je crois, donc ça doit être 1 billion de dollars. Donc c'est, pour information, c'est un 1 suivi de 12 zéros, hein, voilà, donc c'est 1000 dollars, hein, c'est 1000 milliards de dollars. Donc je suppose GG, mais en réalité, apparemment, alors le pire c'est que j'ai vu une news comme quoi ils étaient pas très loin d'atteindre ça. Du coup, c'était un peu bizarre. Et puis d'un coup, on a eu des news comme quoi ils l'ont atteint. Et puis les gens sont en mode la première compagnie à 1 trillion de dollars. Sauf que c'est pas la première compagnie à avoir atteint 1 trillion de dollars. Apparemment, il y a une autre compagnie chinoise qui était dans le pétrole, avait déjà atteint ce chiffre-là. C'est juste qu'ils sont redescendus depuis. Donc, c'est pas la première compagnie. Et en plus, apparemment, c'était une erreur. Donc, voilà. L'estimation, en fait, de leur stock, c'est juste genre, c'est une estimation. C'est pas la vraie valeur. Et du coup, l'estimation était faussée. En fait, ils se sont trompés. Après, je vais être très honnête, se tromper pour un truc aussi spécifique, c'est louche. Moi, je suis en mode, est-ce que vous avez pas fait ça pour juste que les gens parlent de vous en mode, oh, ils valent plein d'argent, achetons des actions pour qu'ils aient encore plus d'argent, ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'est juste, voilà, c'est une news qui a fait énormément de buzz, qui est au final pas si intéressante que ça, même si évidemment... de toute façon, on savait que ça allait arriver ou autre chose.
Bah, voilà. Moi, je serais plus intéressé de voir la première personne qui atteindra une valeur personnelle de 1 trillion de dollars. Ça, ce serait assez intéressant. Même si, honnêtement, selon moi, une personne ne devrait pas avoir une valeur d'1 trillion de dollars, hein, clairement. Mais ce serait quand même intéressant à voir. Enfin bref. Du coup, une petite dernière news au niveau un petit peu de l'espace, c'est que on a enfin la NASA a annoncé les astronautes qui voleront avec les 2 capsules de test. Donc, alors, petit récapitulatif. En 2011, la dernière navette spatiale a été lancée. Donc la navette spatiale était lancée depuis genre énormément de temps en réalité, et c'était la seule manière pour les États-Unis de mettre des astronautes dans l'espace. Donc notamment les amener jusqu'à la station internationale. Sauf qu'en 2011, ils ont mis à la retraite la navette spatiale parce qu'elle coûtait très très cher, genre vraiment cher. Et du coup, depuis 2011, les Américains ont besoin des Russes pour lancer des astronautes avec Soyouz. Donc, ouais, d'ailleurs, même les Russes se moquent un petit peu d'eux à chaque fois en mode hey, on transporte les Américains dans l'espace. Enfin, bref. Donc, là, c'est la news comme quoi c'est les astronautes qui vont pouvoir voler dans les vols de test, qui sont donc 2 vols de test pour les 2 capsules fabriquées par Boeing et SpaceX. Donc, pour Boeing, je ne sais plus exactement le nom de la capsule. Pour SpaceX, évidemment, Dragon 2. C'est même Crew Dragon aussi qu'on l'appelle. Donc, dans tous les cas, c'est très intéressant selon moi parce que c'est. Genre, déjà, il y a des vrais héros dans ces astronautes-là. Il y a des astronautes qui ont volé avec la navette spatiale, même très longtemps en réalité. Vous voyez qu'il y en a qui sont quand même. Il y a les cheveux gris, donc ça fait un petit moment qu'il est là, lui. Et puis, évidemment, c'est des gens qui, selon moi, sont assez incroyables parce que pour devenir astronaute, c'est extrêmement compliqué, surtout aux États-Unis. Donc, ils ont fait énormément de choses dans leur vie pour en arriver là. Aussi, autre chose, c'est que du coup, on voit un petit peu ce que ça donne avec les différentes capsules. Donc, alors, il y a 2 groupes hein, pour information. Donc, ils sont, si je me souviens bien, ils sont 8, non? Il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, il y a un 9e. Fuck, tu fous en l'air mes calculs là. Peut-être 9 en réalité. Bon, la moitié sont pour SpaceX, la moitié pour Boeing, quoi qu'il arrive. Et ils vont voler, pour le premier vol, ce sera par 2 apparemment qu'ils vont voler. Donc, hâte de voir ça. Donc là, on les voit d'ailleurs à 2. Donc ça, c'est une des 2 capsules. Ça doit être... est-ce que ce serait pas la... Est-ce que ce serait pas la capsule SpaceX, là? C'est possible. En tout cas, ces 2 capsules sont plutôt intéressantes, quoi qu'il arrive. Elles sont beaucoup plus modernes, beaucoup moins d'électronique dedans, beaucoup moins de bip bip bap boop, il faut régler par-ci par-là. Parce que de toute manière, il y a beaucoup de gens qui sont en mode... Oh, regardez, il y a des écrans tactiles dans le truc, c'est pas bien pour les astronautes, s'il y a un problème, ils pourront pas l'utiliser ou autre chose. Juste en mode, vous savez que dans la navette spatiale, il y avait tellement de contrôle que la plupart des astronautes ne savaient même pas à quoi ils servaient. Ils étaient juste là pour que quelqu'un, depuis le sol, leur dise « Ouais, appuie sur ce bouton s'il y a un problème. » Mais maintenant, on a des ordinateurs qui s'occupent de ce genre de choses et il faut tenir compte, mais les ordinateurs de la NASA, et surtout certifiés par la NASA, sont beaucoup plus sécurisés que n'importe quel ordinateur. Et souvent, ils sont redondants. Il y a plusieurs ordinateurs qui sont l'un derrière l'autre. Donc, honnêtement, enfin, ce n'est pas un problème. On est en 2018, ce n'est pas vraiment un problème. Et aussi, les contrôles critiques seront toujours sur des boutons, je vous rassure là-dessus. Donc ça, c'est vraiment plus pour les trucs, genre, pas hyper importants, mais qui sont quand même bien à voir. D'ailleurs, on voit, voilà, un petit peu la vitre, autre chose. Donc ça, c'est la capsule de SpaceX, qui sera la plus moderne des 2, en réalité. D'ailleurs, il y a aussi la combinaison qui sera assez moderne, on peut la voir ici, vous voyez, qui offre une bien meilleure vision, un bien meilleur champ de vision. Apparemment, ils ont fait comment ça s'appelle, une MA, donc c'est question-réponse sur Reddit. Tous les astronautes, hein, vous pouvez aller la voir d'ailleurs, aller sur Reddit, le subreddit de la NASA. Non, c'est sur IMA, donc c'est le subreddit spécial pour ce genre de truc. Et il y a un truc posté par la NASA. Et il y a pas mal de choses là-dedans, c'est en anglais évidemment, mais il y a pas mal de choses intéressantes. Donc évidemment, ils disent pas, ils sont pas en mode ouais, telle compagnie est meilleure ou autre chose, puisque ils restent assez neutres là-dessus, mais ils ont quand même indiqué que les 2 capsules étaient assez spacieuses, surtout comparé à Soyuz, parce que Soyuz, ils sont vraiment genre très compactés. Surtout que Soyuz, c'est 2 astronautes maximum, donc c'est loin d'être génial. Non, c'est 3 maximum pour information. Donc ouais, c'est loin d'être génial. Là, on peut en avoir jusqu'à 4 dans les 2 capsules. Et elles sont beaucoup plus spacieuses, plus d'espace, aussi les contrôles tactiles qui sont un petit peu plus sympathiques. Apparemment, les 2 nouvelles combinaisons, parce qu'il y en a 2 nouvelles combinaisons, sont aussi
assez confortable, plus que les anciennes combinaisons, parce qu'évidemment, on a des astronautes qui ont déjà volé sur la navette spatiale, donc ils savent de quoi ils parlent. Mais bon, dans tous les cas, c'est très intéressant. Pour information, le vol de SpaceX de test sans astronautes, ça devrait être fin d'année, et le test avec des astronautes, ça devrait être début d'année. Et pour Boeing, malheureusement, ça a été repoussé, donc ce serait mi-2019 pour le test avec des gens dessus. Donc à voir, on verra bien ce que ça donnera. Moi, je suis très impatient, personnellement. C'est un bon pas vers l'avant, selon moi. Surtout pour SpaceX, ça leur donnera du cash en plus pour faire voler ce genre de personnes. Ah ben voilà, c'est le Starliner de Boeing. Maintenant, j'ai l'information. Donc, vous voyez, le Starliner fait un peu moins moderne, mais il est tout aussi, genre, il est assez perfectionné, hein, il faut pas déconner. C'est juste qu'ils ont un design, ils sont moins, genre, SpaceX sont très, genre, on va faire quelque chose de magnifique à regarder. Bon, Boeing sont un peu plus, genre, fonctionnels, mais c'est pas pour autant que c'est une moins bonne capsule, hein, pour information. Elle est même assez perfectionnée, donc ne vous inquiétez pas trop là-dessus. Dans tous les cas, ouais, très intéressant, et hâte de voir ce que ça donne, et surtout, personnellement, je souhaite qu'il n'y ait aucun problème et que tout se passe bien et que pour que ce soit SpaceX ou même Boeing. Même si, évidemment, des gens sont en mode « Ouais, vas-y, SpaceX ou autre chose ». Non, moi, je suis en mode que les deux réussissent. C'est une bonne chose pour n'importe qui. Du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. Numéro, je ne sais plus combien. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et du coup, on se retrouvera la semaine prochaine pour un prochain Texamo. Texamo, oui. Le prochain Texamo la semaine prochaine. À plus.